La nécessité de la spécialisation de la justice environnementale en République démocratique du Congo, esquissée d'une politique criminelle pour arrêter l'hémorragie du trafic illicite des espèces de la faune sauvage, et les titres de l'ouvrage publié par le professeur Augustin Ngumbi dans le cadre de la dose scientifique. Mesdames et messieurs, merci et soyez le bienvenu dans votre émission Grand Angle Environnemental qui vous parle des questions liées à l'environnement. Aujourd'hui, votre émission a voulu encore participer à cette grande réflexion scientifique et participer à cette expérience que l'un des scientifiques a pu mettre à notre disposition pour que nous ayons des repères, pour que nous ayons des références par rapport à ce que nous rencontrons comme situation. Nous le savons très bien que cette question a commencé depuis très longtemps. Nous étions dans la phase théorique et maintenant c'est la pratique parce que tout le monde peut avoir accès à cet ouvrage. Et lorsque vous allez lire cet ouvrage, je crois bien, vous aurez une autre connaissance parce que la situation est tellement pertinente. La juridiction environnementale qui manque ou les juridictions environnementales qui manquent en République démocratique du Congo demeurent une question très difficile. Alors, ils sont très nombreux à participer à cette grande activité de vernissage de cet ouvrage. C'est un vernissage qui va se faire avec le docteur Kosuma Wilungula, qui est le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et professeur à l'université de Kinshasa. L'auteur parle des choses très importantes et puis il met à notre disposition ces informations afin que nous puissions nous enseigner nous-mêmes, parce que, vous le savez, apprendre par nous-mêmes, c'est aussi l'une des méthodes les plus importantes que nous devons avoir pour chercher à évoluer. Mais qui sont présents à cette grande activité? Nous avons le professeur Kosuma Wilungula, qui est directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous avons le doyen de l'INIKIN, qui est le professeur Jean-Louis Essambo. Nous avons aussi le professeur Luzolo Bambi Lessa, que vous connaissez aussi les chefs de département de droit au niveau de l'université de Kinshasa. Nous avons aussi le professeur émérite Niabirungu qui est aussi présent à cette grande activité. Nous avons le professeur Grégoire Bakandeja Wampungu. Ensuite, nous avons le professeur Baudouin Michel qui est le directeur des RAIFT. Alors déjà, ces grands auteurs ou ces grands scientifiques sont présents à cette grande activité. Et chacun d'eux expose tour à tour ce qu'il retient de cet ouvrage et ce qu'il a pu constater, et il donne leurs réflexions par rapport à cette situation environnementale, surtout qui est devenue une question pertinente que tout le monde doit prêter son attention pour que nous ayons un environnement sain et un environnement de qualité. On suit tour à tour ces différents professeurs. Et puis, on revient tout de suite pour savoir, avant de passer à l'étape suivante, qui est le vernissage du livre. J'aimerais prendre la parole très brièvement pour rendre un vibrant hommage à l'ouvrage scientifique de mon jeune collègue Augustin Ngumbi. J'ai dit jeune collègue parce que je l'ai vu venir, parce que je suis avec lui, parce que je gère le département de droit pénal et criminologie avec lui, avec la lourde charge que nous a laissé le chef de l'école pénale de Kinshasa ici présent. J'aimerais citer le professeur émérite doyen honoraire Niabéo, lui rendre un vibrant hommage pour la qualité du travail et la particularité de l'originalité de l'ouvrage qu'il vient de publier. Dans notre organisation facultaire, je parle sous le contrôle de tous les doyens que j'ai ici, je pense aux doyens, vous les voyez dans les titres là. Le doyen honoraire Grégoire Bakandeja, le doyen honoraire Niabirungu et notre actif doyen Jean-Louis Essambo. Je parle sous leur contrôle que l'organisation du département de droit pénal et criminologie à la faculté de droit encadre techniquement, scientifiquement les expressions des connaissances dans le secteur du droit pénal et sciences criminelles, dans le secteur du droit pénal et criminologie.
C'est ainsi que ce travail qui s'intéresse particulièrement à la criminalité environnementale, spécifiquement qualifiée en droit pénal spécial de demain, droit de l'environnement, de manière spécifique, mais pris globalement dans le cadre de l'ensemble des crimes, l'ensemble des infractions qui sont commises dans le secteur de l'environnement, criminalité environnementale, nous considérons que le département de droit pénal et criminologie, cet ouvrage est un ouvrage original parce qu'il permet d'apporter de manière claire une réponse scientifique dans le secteur qui est le nôtre, le secteur du droit pénal et criminologie, une problématique, une question qui gêne pratiquement le fonctionnement de la République démocratique du Congo et un problème environnemental très important, presque ignoré par la justice congolaise. Deuxième volet, donc, au-delà du droit pénal, le volet justice, le volet judiciaire. Oui, Colin Moubi, notre justice doit rencontrer votre préoccupation. Parce que qu'il s'agisse de l'argent que notre pays perd suite à la fraude dans le secteur environnemental, qu'il s'agisse de ce que notre nature subit comme agression dans le secteur environnement, il est important que notre justice puisse apporter une solution quant à ça. Notre Constitution dispose dans son article 149.4 qu'on ne peut créer des tribunaux extraordinaires en République démocratique du Congo sous quelque dénomination que ce soit, mais la Constitution autorise l'institution des juridictions spécialisées. Et donc votre travail sur le plan du droit pénal et de la justice pénale apporte un nouvel éclairage et une proposition claire sur la régularité de l'institution d'une juridiction spécialisée ou d'une justice spécialisée, à savoir l'institution des tribunaux spécialisés en matière environnementale. Il est important de rappeler que notre pays, depuis la Constitution 2006, regorge 3 ordres de juridiction. À ce sujet, je le rappelle, depuis pratiquement, nous sommes en 2020, depuis 2006, ça fait 14 ans, depuis la promulgation de l'actuelle Constitution, nous avons indiqué au département droit pénal et criminologie, et même au département droit privé judiciaire, l'institution et l'existence de 3 ordres de juridiction. Sur le plan du droit et sur le plan de la science, nous avons été longuement combattus. Fort heureusement que les publicistes et constitutionnalistes congolais, depuis peu, ont reconnu la pertinence de notre subdivision de 3 ordres de juridiction dans notre pays depuis 2006, à savoir l'ordre constitutionnel, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Le doyen Jean-Louis Essambo se souviendra de la discussion que nous avons eue au cours de la dernière soutenance de thèse à la faculté, où il a été évoqué la question de la définition du bloc de constitutionnalité et de la place de l'exposé des motifs, en ce qu'en droit congolais, l'exposé des motifs de notre Constitution indique clairement que pour des raisons d'efficacité et de célérité, l'ancienne Cour suprême de justice a été éclatée en 3 ordres de juridiction, à savoir l'ordre constitutionnel, pas la Cour constitutionnelle, l'ordre constitutionnel, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Mais il est important de savoir sur le plan judiciaire que notre pays ne connaît pas de juridiction d'exception, parce que la Constitution congolaise de tout temps interdit l'institution des tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit. La même Constitution ne prévoit donc d'un côté que des juridictions ordinaires et de l'autre des juridictions spécialisées.
Donc, c'est tout à fait constitutionnellement conforme que notre collègue Lumbi puisse prévoir l'institution des tribunaux spécialisés en matière d'environnement. Et donc, sur ce point précis, cette originalité mérite d'être mise en évidence et mérite d'être encouragée. Enfin, pour la société savante, je n'ai pas le droit de baptiser cet ouvrage, mais c'est un grand plaisir, non seulement pour l'école pénale de Kinshasa, je ne cesse de le marteler, que dirige depuis de nombreuses années le doyen Nyabirungu, mais aussi et surtout pour le département de droit pénal et criminologie, d'avoir cet ouvrage phare dans un secteur pratiquement ignoré, non pris en compte par les juristes, sinon de manière hasardeuse, de manière éparse. Nous saluons donc l'arrivée de cet ouvrage et nous lui souhaitons plein succès en considérant que notre cher collègue, qui est secrétaire du département, ne va pas s'arrêter simplement à proposer l'institution d'une juridiction spécialisée, mais comme il fait du droit pénal spécial, de faire en sorte que les infractions spécifiques du droit de l'environnement puissent être catégorisées, puissent être examinées, étudiées en y définissant tous les éléments infractionnels, ça signifie les éléments matériels et l'élément moral ou les éléments moraux, si les choses. Donc c'est un carnaval de la pensée, cet ouvrage, et encore une fois, merci pour le département de droit pénal et criminologie que je représente. Je vous remercie. Je tiens premièrement à remercier les doyens Sambou, comme vient de le dire tout à l'heure. C'est vrai, on se connaît et je le connais depuis un certain temps. Pour ceux qui ne le savent pas, quand je regarde toute la table qui est au devant ici, ce sont toute la sommité scientifique. C'est vrai, je ne suis pas de la faculté de droit, mais j'ai au moins des souvenirs assez bons avec toute cette table qui est avec moi, depuis le professeur Michel Baudouin jusqu'au niveau du professeur Mouzolo qui est à mes côtés. Ce sont de grandes personnes que je connais, effectivement, qui ont eu l'opportunité de façonner, de former et de faire aujourd'hui d'Augustin un professeur, parce que je sais que Augustin, professeur aujourd'hui, c'est un de mes enfants, non seulement spirituel comme les doyens le disaient, mais également physique ou physiologique, je peux le dire, un clip familial. Et je suis très heureux de voir que ces formateurs et ces maîtres sont là au devant pour l'honorer à l'occasion de la sortie de ce livre qui est une œuvre une grande imagination, une œuvre intellectuelle telle que le professeur Louzolo venait de le dire, assez de grande importance. Ça me fait du bien tant sur le plan humain, sur le plan spirituel que sur le plan scientifique. C'est vraiment de tout cœur que je tiens à vous remercier, à vous féliciter. Le professeur Nyabirungu est là et je vois l'honorable aussi et toute l'équipe telle que vous avez tous honoré cette agréable journée. C'est vrai, j'ai deux petites interventions à faire. Je voulais juste dire aujourd'hui que rien qu'à voir et à écouter ce qui a été dit et voir la présence de ces personnalités, je me réjouis suffisamment du résultat du travail que nous avons tous abattu ensemble. Si sur le plan physique et biologique, nous avons apporté ce que nous pouvions apporter, mais sur le plan scientifique, intellectuel, les autres ont apporté pour faire d'un homme un homme complet, comme nous le disons, un homme qui a ses valeurs, autant de valeurs éthiques, de valeurs scientifiques, de valeurs spirituelles, de valeurs humaines. C'est ce qui constitue un vrai scientifique aujourd'hui. Et je crois que cela est beaucoup plus important.
Mais à ce stade, je voulais juste apporter un SOS par rapport à la biodiversité. Vous dire que la logique d'un ouvrage comme celui-ci, la logique de ce que nous avons suivi tout à l'heure sur la création des institutions ou des tribunaux spécialisés, tels que le professeur vient de l'expliquer, selon la Constitution et autres, pour nous, et dans le cadre de mon travail, nous encouragerait le mieux. Si j'ai pris le temps, je peux vous dire que je venais d'une audience avec l'ambassade des États-Unis et qui portait effectivement sur la criminalité faunique, qui portait sur l'exploitation illégale de nos ressources de faune et de flore. Et je me réjouis de voir que cela pourrait bien nous préoccuper. C'est ça qui constitue l'ensemble de notre biodiversité, de notre méga biodiversité, mais qui est en train de s'effriter aujourd'hui dans notre pays. Rien que parce que l'ennemi premier de tout cela, c'est l'ignorance. Nous sommes dans un pays où nous vantons énormément de valeurs. Nous vantons les valeurs touristiques, nous vantons le désir même de la diversification de notre économie. Nous vantons énormément de choses en rapport avec la nature. Je sais combien vous êtes là, vous aimez cette nature. Mais ce que nous semblons ignorer tous, c'est de savoir à quoi ça tient cette nature. C'est de savoir comment cette nature se structure dans notre pays. Et la nature en elle-même, qu'est-ce qu'elle renferme en réalité? Tout le monde est fier de dire la RDC, le deuxième poumon forestier du monde. Tout le monde est fier de dire la RDC, la méga biodiversité. Mais tout cela peut ne pas signifier rien demain si la main humaine n'a pas été arrêtée ni retenue quelque part. Nous pouvons tout perdre. Doyen et chef de département, vous êtes là. Si vous ne venez pas au secours de cette grande biodiversité par l'institution des structures et des mesures adéquates qui peuvent faire reculer la main de l'homme, demain nous allons tous les dire par le passé, et comme nous avons aussi des historiens qui diront oui, il y en avait. Oui, c'était le deuxième poumon forestier du monde. Oui, c'était autant. J'étais curieux de savoir, quand vous prenez de Kalahari à Sahara, les deux déserts au sud de Kalahari et le désert du Sahara au nord, savoir si à la création, en tant que pasteur, est-ce que Dieu les avait créés comme des déserts? Est-ce que Dieu avait créé ces espaces comme ne tapant des espaces sans vie? Mais en réalité, l'histoire aujourd'hui de toute la nouvelle technologie, quand on regarde les satellites dès le départ, on se rendra bien compte que ni Sahara ni Kalahari n'avaient pas été créés de désert. Mais ça a été la main de l'homme. Ça a été l'exploitation humaine, mal orientée et mal faite, qui a dû pousser ces espaces à devenir de désert. Donc aujourd'hui, il est possible que la RDC peut aussi devenir un désert. Il est possible que l'homme, l'espèce humaine que nous sommes, devienne une espèce en voie de disparition. Et il est possible que demain, nous soyons aussi devenus des espèces peut-être rares à protéger par l'UNESCO ou le patrimoine mondial. Mais dans tout cela, Dieu a donné à l'homme la capacité et l'intelligence. Et cette capacité et l'intelligence prouve certaines de ces solutions. C'est vous qui le disiez, et des sociologues, que le fait précède le droit. Et je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps, lorsqu'il y a des imaginations, lorsqu'il y a des intelligences fécondes qui peuvent prévoir certaines choses, qu'on essaie de regarder, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que le droit puisse suivre, qu'on mette en place des mécanismes qui peuvent arrêter la détérioration, la dégradation et même peut-être l'extinction de tout ce que nous avons comme biodiversité, comme ressources. Vous savez, aujourd'hui, si
nous ne pouvons que tenir compte des valeurs. Je dis bien les valeurs monétaires ou le gain qu'on peut trouver. Professeur, je peux vous dire qu'un bébé gorille, pour les eaux du Moyen-Orient et de l'Europe, ils sont prêts à le prendre. Un bébé, je dis bien, à plus de 100 000 $. Ils sont prêts à prendre un gorille déjà assez juvénile à plus de 200-300 000 $. Une peau d'okapi, vous l'avez à plus de 40 000 $. Vous avez rien qu'un kilo de pointe d'ivoire. Vous l'avez déjà à plus de 600 $ négociés à Kinshasa, mais vous l'avez à plusieurs autres moyens. Donc il y a tout le gain possible, toutes les attractions possibles pour décimer et détruire tout ce que nous avons comme biodiversité. Lorsque je parlais d'un bébé gorille, lorsque je vous parle même de n'importe quelle espèce de singe, aujourd'hui nous devons aller au Zimbabwe parce que 32 chimpanzés congolais, soi-disant, et des singes, ont été arrêtés parce qu'en voie d'arriver en Afrique du Sud et être exportés dans les pays du monde. Quand on voit tout ce qui se passe, si notre faculté de droit, si l'imagination de juriste que vous êtes ne peut pas maintenant féconder et produire de mécanismes qui peuvent arrêter à cela, qui peuvent mettre fin à cette avarice de l'homme, demain, nous allons nous aussi nous compter parmi les pays qui sont en train de rechercher où est-ce qu'on peut voir un chimpanzé, comment on peut retrouver un bonobo, pendant que la nature nous en a pourvu énormément. C'est ce petit SOS que je tenais à soulever à cette opportunité pour dire qu'il est grand temps qu'il y ait des mécanismes, des structures et autres. Je disais tout à l'heure, parce que l'ambassadeur américain m'a demandé pourquoi il n'y a pas assez d'engouement des autorités congolaises dans les visites de nos parcs et autres. Nous avons des endroits merveilleux dans ces pays. Comment ce ne sont que des étrangers? À peine qu'il venait d'arriver, il a déjà fait le tour de 6 parcs de notre pays. J'étais avec l'ambassadeur de l'Union européenne il y a 2 semaines, jusqu'au parc de Lupemba à Lusinga et partout. Et je me dis, mais que fait-il que nos amis aient compris qu'il y a la vie dans cette nature que nous ne considérons presque pas. Quand vous regardez notre gouvernement, ce professeur Nuzolo a été longtemps ministre. Vous verrez combien de ministres ont déjà été dans un parc. Peut-être 90% de nos membres du gouvernement n'ont jamais eu l'occasion de visiter un parc. Et lorsque nous parlons maintenant de comment sauver notre biodiversité, ça devient des discours presque vains, incompréhensifs. Et les gens disent que le pasteur est très sentimental, il aime tellement, il a la passion de son travail, c'est vrai. Doyen Sambo, nous ne pouvons qu'avoir la passion de notre travail, mais nos regards sont plus fixés vers vous, qui pouvez aujourd'hui sécréter des mécanismes qui peuvent sauver cette biodiversité, qui peuvent sauver l'espèce humaine, qui peuvent arrêter le dégât et la dégradation de notre pays et qui peuvent faire que tous ceux qui détruisent, tous ceux qui exploitent illicitement soient arrêtés, soient sanctionnés, soient punis, décourager tout le zélan de tout ce qui peut poser des problèmes à notre biodiversité. Je crois en cela. Si ça peut reposer dans nos corps, si ça peut arriver à ressortir dans des actes concrets, nous aurons fait œuvre utile pour notre génération, pour les générations futures. C'est ce que nous appelons le développement durable. Et nous croyons que vous ne manquerez pas d'être des pionniers également dans ce secteur que le professeur appelait tout à l'heure assez inconnu, mais qui est réel, qui est vital et qui demande que les hommes et les femmes, ensemble, nous puissions tous conjuguer nos efforts pour adhérer à ce mécanisme de survie tel que Dieu l'a fait. Ce n'est pas pour rien que Dieu a commencé, pour ceux qui croient à la Bible, au jardin d'Éden, pour placer l'homme. Il a tout fait parce qu'il savait que cette ambiance environnementale n'est que la meilleure pour la survie de l'espèce humaine. Je vous remercie. Pendant que sous d'autres cieux,
la réflexion est avancée pour savoir si les arbres peuvent rester en justice, faire en sorte que les animaux soient davantage protégés. Le DG de l'ICCN venait d'en parler chez nous. La question de la justiciabilité des droits phoniques et floraux n'est qu'au stade des balbutiements d'ordre épistémologique. Et là encore, du chemin à faire en République démocratique du Congo. Alors que les programmes d'enseignement et de formation des acteurs judiciaires dans plusieurs États ont évolué, s'adaptant aux questions actuelles et aux dynamiques sociétales, les universités congolaises continuent à s'agripper sur des vieux programmes d'enseignement hérités de la colonisation belge. Pourtant, le pays colonisateur s'est arrimé sur la modernité. Les facultés de droit des universités congolaises, desquelles sortent les futurs magistrats et juges, restent en marge des grandes discussions d'actualité sur l'environnement et le développement durable. Le chef du département du droit pénal l'a dit tout à l'heure, il a été relayé encore par le DG de l'ICCN. Ces facultés forment des juristes généralistes qui, au final, touchent à tout et ne maîtrisent pas assez des domaines spécifiques comme celui de l'environnement. L'étude qui nous réunit en ces instants a le mérite de postuler que l'on ne saurait avoir une justice environnementale sans les spécialistes du domaine. Dès l'exorde de son livre, le professeur Augustin Ngumbi montre comment la criminalité environnementale se porte bien en RDC. Les saisies cumulées d'ivoire d'éléphants, d'écailles de pangolins, des perroquets, des grumes d'orchidées, des graines de moringa, les pollutions de l'air, des eaux douces sont des cas illustratifs et vous les retrouverez dans l'ouvrage. Pour lutter contre ce fléau qu'il qualifie d'hémorragique, il faut un mécanisme approprié qui ne trouve que seulement dans la spécialisation de la justice environnementale. D'après lui, celle-ci serait envisagée comme un élément de politique criminelle dans son volet de politique judiciaire pour lutter contre la criminalité environnementale. Aujourd'hui, la protection de l'environnement s'expose et s'impose comme un impératif catégorique de la vie sociétale. Ainsi que l'indique bien l'ouvrage de mon distingué collègue et ami Augustin Ngumbi, l'intérêt pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité s'est accru. Des législations de protection de l'environnement se sont mises en place. C'est ainsi que dans les plaidoyers qu'il fait sur la nécessité d'une justice environnementale, il fait remarquer l'existence de plusieurs instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux, consacrant le droit de l'environnement en RDC. Cependant, il ne suffit pas pour cette législation d'exister textuellement. Il lui faut réellement vivre et être vécu. Et à ce sujet, Augustin Ngumbi fait un constat douloureux. Bien qu'ayant une existence formelle, le droit de l'environnement souffre de manière notoire d'une certaine ineffectivité dans le quotidien judiciaire. Il tente de trouver une explication à ce problème par le manque de formation spécialisée en amont sur le plan académique. Mesdames et messieurs, le monde contemporain est devenu résolument complexe. Entre le monde physique des objets et le monde intérieur du sujet, il s'est développé un troisième monde, qu'un certain Karl Popper appelle le monde de production socialisée et objectivisée de l'esprit humain. L'esprit humain est devenu beaucoup plus malicieux, surtout dans la destruction de l'environnement. Et le livre d'Augustin essaie de montrer qu'il faut absolument aussi utiliser l'esprit humain et aller au-delà de cet esprit maléfique pour trouver toute la mobilisation que les esprits que le pasteur a eu appelé inspirés par l'Esprit Saint, et là je reprends l'expression d'Augustin lorsque on échangeait sur son ouvrage, ces esprits qui pensent au bien de la nature, au bien du pays, conjuguer les efforts pour arriver justement
à donner de la place à la protection de l'environnement, à la protection de la nature. C'est avec grand plaisir que j'ai lu l'ouvrage, et peut-être que c'est pour ça qu'on m'a demandé de le lire, puisque je suis un peu néophyte dans ce domaine, et que je l'ai lu avec grand plaisir. Donc je vous assure, il ne faut pas être juriste pour arriver à comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Donc, lisez-le, achetez-le, il se lit comme un roman. Moi, je l'ai fini quasi en une nuit, tellement j'étais passionné par le sujet. Voilà, alors je vais quand même vous faire part un peu de ma synthèse de lecture, et je remercie beaucoup le professeur Augustin Goumbi de m'avoir demandé de faire cet exercice. Et je remercie aussi l'ICCN avec qui nous collaborons. Comme vous le savez, à l'ERAIFT, nous formons les gestionnaires des aires protégées de 23 pays africains. Toutes les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale sont formées ici à Kinshasa. Peu de gens le savent, je crois. Les gestionnaires des aires protégées du Rwanda sont formés en RDC à Kinshasa. Les gestionnaires des aires protégées du Burundi, dont on citait tout à l'heure un certain nombre d'éléments, sont formés ici en RDC. Les Tchadiens, les Camerounais, les Ivoiriens sont formés ici. Les Guinéens, les gestionnaires de Sao Tomé, les Camerounais, les Centrafricains, toutes ces personnes sont formées ici à Kinshasa et dans les aires protégées de la République démocratique du Congo. Et vraiment, on remercie la RDC pour son accueil de cette institution et aussi son soutien dans l'ensemble des travaux pratiques et des travaux de terrain de nos masters et doctorants. Nous comptons d'ailleurs dans les aires protégées congolaises de plus en plus de personnes formées à l'ERAIFT, et nous comptons même des docteurs formés à l'ERAIFT que l'on retrouve en charge des aires protégées. Cette introduction étant terminée, le livre donc de l'auteur se lit très facilement. L'auteur se focalise, bien entendu, on l'a dit, sur le trafic illicite des espèces de faune susceptibles de propager des zoonoses d'origine virale en RDC. Vous le savez, je vous vois tous avec vos masques, et moi-même, je suis condamné maintenant depuis plusieurs mois à utiliser ce type de masque. Eh bien, c'est une zoonose. On est tous bien d'accord là-dessus. Et c'est un drame pour l'humanité. Mais ça remet à l'agenda mondial ce livre. Et je dis bien mondial, parce que toute la Terre, toute la planète Terre est impactée. Et ce livre démontre l'importance d'avoir des instruments de lutte contre le trafic illégal de la faune et de la flore. Alors ce livre comprend 2 grandes parties qui sont déclinées en 6 chapitres. La première partie se lit très agréablement et porte sur un examen critique des initiatives de lutte contre le trafic illicite des espèces de faune sauvage en RD Congo. La seconde partie, quant à elle, est dédiée aux fondements juridiques et environnementaux permettant de justifier la création future d'une justice environnementale. Alors, dans la première partie du livre, le livre est vraiment rempli d'exemples qui sont passionnants. Et il y a bien une chose que l'on peut, donc pour laquelle on peut féliciter le professeur Augustin Goumbi, c'est qu'il n'a pas de tabou. Il va au fond des choses et il dénonce les choses comme elles sont, comme on les découvre sur le terrain. Par exemple, en 2019, la saisie de 21 tonnes d'ivoire d'éléphant, de 17 tonnes d'écailles de pangolin ont été enregistrées à l'extérieur du pays en provenance de la RDC, ce qui est énorme. Le DG, le pasteur Cosma, nous a donné les derniers prix du marché de ce type de trafic, et évidemment ça représente des montants considérables. Ces saisies, selon l'auteur, illustrent les actes de commerce au niveau international des espèces sauvages et des espèces intégralement et partiellement protégées, alors que ces faits sont sanctionnés par les lois existantes, notamment la dernière loi 14003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Dans le cas de l'exploitation illégale de 9124 kilos d'ivoire saisis au Vietnam, l'affaire est en justice
j'ai le plaisir d'enseigner chaque année au Vietnam, à l'université d'agriculture d'Hanoï, et je ne manquerai pas de m'enquérir la prochaine fois que je vais au Vietnam, de m'enquérir de cette situation, parce que la coopération internationale est essentielle si l'on veut réduire puis supprimer ce type de trafic. Alors je l'ai dit, dans le contexte de changement climatique, et plusieurs intervenants en ont parlé, le changement climatique est réel, on l'observe. Savez-vous que la province du Congo central a perdu en 50 ans 70% de ses forêts et 35% de sa pluviométrie? Si on coupait toute la forêt, nous prendrions sur la planète entière entre 4 et 6 degrés en plus. Et on aurait une pluviométrie ici qui serait l'équivalent des pluviométries sahéliennes. On aurait la mousson atlantique, allez voir à Mwanda la pluviométrie, allez voir les isoïèdes, vous allez voir qu'on y est à 400-500 mm, eh bien c'est ce qu'on aurait, puisque la pompe à eau qu'est la forêt ne fonctionnerait plus. Donc c'est un enjeu qui est congolais, qui est régional, mais qui est global. Et d'où l'importance de cet ouvrage. Est-ce que dans cette salle, tout le monde se rend compte que le bassin du Congo fixe plus de carbone que le bassin d'Amazonie? Qui sait ça? Qui sait que le bassin du Congo a, en termes d'impact global, mondial, plus d'impact sur le climat que le bassin d'Amazonie? On cite souvent le bassin d'Amazonie, mais on pense que le bassin du Congo est plus petit. Le bassin du Congo est légèrement plus petit en superficie, mais les arbres sont beaucoup plus hauts et beaucoup plus gros. Et in fine, il fixe beaucoup plus de carbone que le bassin d'Amazonie. Et donc on est vraiment au cœur ici de la question mondiale, d'où l'intérêt de mes chers éminents prédécesseurs qui ont parlé de diplomatie environnementale. Il est évident que la diplomatie environnementale, le Congo est assis sur une mine d'or, non pas dans son sous-sol, mais dans sa forêt. Et à titre de compensation carbone, le Congo pourrait demander à la communauté internationale 6 milliards de dollars par an. Pour l'instant, le seul puits de carbone dans toute la RDC est situé à Ibi, sur le plateau des Batéké, et c'est le seul puits de carbone approuvé, il n'y en a pas d'autres. Donc on imagine le vaste travail qui reste à faire. Alors, à ces enjeux, le droit ne peut pas être indifférent. Et l'éminent juriste, auteur de cet ouvrage, va appeler à une spécialisation de la justice environnementale et va citer le contexte national et international, notamment au niveau des Nations Unies, notamment au niveau de la Convention CITES, mes éminents prédécesseurs en ont parlé, et des initiatives internationales plus privées ou d'ONG internationales. Il parle notamment de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Il parle de l'Union africaine, et je rappelle que très bientôt, le président de la République sera en charge de la présidence de l'Union africaine, de la CEAC et de la COMIFAC. Toutes ces instances ont intégré cette volonté de lutte contre le trafic international et régional dans leur charte et dans leurs décisions, mais avec, il faut le dire, peu d'impact. Trop peu d'impact en tout cas, puisque le trafic continue. Et d'où la deuxième partie du livre, qui est vraiment un aboutissement naturel de la première partie, du constat, c'est de dire qu'il nous faut développer en République démocratique du Congo une justice environnementale, une spécialisation, afin d'obtenir l'impact nécessaire, l'impact voulu au niveau de cette criminalité. Pour l'auteur, la RDC pourrait se référer au droit international et aux droits de certains pionniers à travers le monde et en Afrique pour asseoir les juridictions spécialisées de l'environnement qui existent déjà dans d'autres pays, en faisant une étude comparative en vue d'en tirer les points forts et les points faibles. Dans le chapitre suivant, l'auteur propose la création spécifique de juridictions spécialisées, notamment les tribunaux de l'environnement et des ressources naturelles, les TERN, et de parquets spéciaux près des tribunaux de l'environnement et des ressources naturelles. Alors, outre la composition et l'organisation de ces juridictions, l'auteur décrit aussi la procédure devant ces tribunaux spécialisés de l'environnement et des ressources naturelles, et l'auteur définit le chemin à parcourir, les pas à suivre et les défis à relever pour arriver, in fine, à la création
de ces juridictions spécialisées en République démocratique du Congo, à savoir la création d'un département de droit de l'environnement et de développement durable dans les facultés de droit des universités congolaises, et les juridictions devraient introduire une révision éventuellement de la Constitution et de la modification des lois judiciaires existantes. Je vous recommande vraiment la lecture de cet ouvrage, même si vous n'êtes pas juriste. Vous verrez, c'est éclairant à la fois en termes d'analyse et à la fois en termes de propositions. Et j'avoue que je rédige moi-même pour l'instant un ouvrage qui, pour des raisons géopolitiques, sera publié le 3 novembre 2022. Et j'ai lu avec cet ouvrage un grand intérêt à continuer à investir dans ce type d'écriture. Après les interventions des éminents professeurs qui ont pris part à cette grande activité, nous passons maintenant à l'activité suivante qui est le vernissage des livres, activité tant attendue par tout le monde. Ensuite, nous allons écouter le dernier mot qui sera dit par lui-même, le professeur Augustin Ngumbi, auteur du livre. Nous voulons dire un mot de vernissage. Celui qui a fait, celui qui a verni réellement, ce sont tous ces savants qui sont devant de vous. Ils ont dit ce qui est essentiel. Et je ne veux que poser un acte en leur nom. Parce que nous savons que tout ce que le monde savant a pu dire aujourd'hui, tout ce qui a été déclaré à propos de ces livres, jusqu'aux notes de lecture faites par le professeur Michel Baudouin, je crois que cela a résumé l'ensemble de l'importance et de l'intérêt. Cette intelligence, en fait, qui a été vernie aujourd'hui et qui est traduite au travers de ce papier que nous appelons dans ces volumes le livre, a réellement sa place et sa valeur telle qu'a été reconnue par les éminents professeurs. Nous l'avons dit avant, ce sont eux le formateur de Augustin Ngumbi. Ce sont eux qui sont venus l'honorer en ce jour. Au début, je n'avais pas bien vu le professeur Bakande quand je m'asseyais, et c'est plus tard quand je l'ai aperçu, je me suis dit, je ne sais pas qui est resté finalement et qui n'a pas été représenté en ces grands jours. Donc, voici réellement l'opportunité pour nous de pouvoir, encore une fois, en tant que pasteur, cette fois-ci, dire merci à Dieu. Parce que vous savez que de nous tous, l'intelligence vient de Dieu. Dieu est la source de toute intelligence. Et nous savons, quel que soit ce qu'on peut être, la science d'aujourd'hui est en train même de remettre en question la notion de l'athéisme. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut être athée et qui ne croit en rien? C'est facile de le déclarer, c'est facile de se déclarer athée, mais je crois que la foi et la croyance est liée à beaucoup d'autres actes et souvent qui sortent même dans la nature inconsciente de l'homme. Voilà pourquoi je pense que le fait pour lequel nous sommes tous rassemblés et réunis aujourd'hui, c'est que nous avons communément appelé le baptême d'un livre. C'est vrai, est-ce que le livre a une âme? Professeur Jean-Paul l'Honorable a dit tout à l'heure qu'il se pose aujourd'hui à travers le monde même des débats sur le fait est-ce qu'un arbre peut rester en justice. Et lorsque vous me demandez si un arbre est un être vivant, je vous dirai oui, parce qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans l'arbre. Mais autant l'écrit, la science, est-ce que le livre a une âme? Et vous me répondrez non. Est-ce que le livre a un esprit? Vous me répondrez non. Mais quand vous lisez même la Bible,
elle-même, elle vous dira que quand vous voulez comprendre la Bible, vous devez comprendre l'esprit et la lettre. Ça signifie qu'il y a l'esprit et qu'il y a la lettre. Et je crois que cela a été traduit au travers de ce qui a été dit. Ce que nous voulons, pour ne pas aller dans la routine ou les formalités scientifiques qui nous mettent des fois en difficulté avec nos foi en tant que chrétiens, nous voulons à ce jour, au nom de la grande élite, au nom de la grande équipe de savants congolais qui sont devant de vous, souhaiter à ces livres et à tous ceux qui l'auront, non seulement, comme l'a dit le professeur Baudouin, une meilleure lecture, une facilité de lecture, mais beaucoup plus une facilité de compréhension. Il est assez lisible, il est facile à lire, et nous voulons que nombreux tous ceux pour qui ces livres pourraient apporter quelque chose qui ne se limite pas seulement à la lecture et à la compréhension, mais qu'il soit pour nous tous une interpellation réelle. De penser que si cette structure, si cette institution, si ces tribunaux peuvent être créés, effectivement, quel pourra en être le résultat ou la motivation réelle. De penser où est-ce qu'on pourrait arriver. C'est avec ce mot-là, ce souhait, ce désir, comme l'avons dit dans SOS, cette volonté de voir cela arriver. C'est ce qui nous motive à bien souhaiter à ces livres cet avenir qui traverse les époques scientifiques, qui traverse les âges, qui traverse les disciplines. On n'a vu rien que sur cette table. Il n'y a pas eu que de juristes ou pénalistes, mais il y a eu tout le monde, nous y avons été, et nous avons tous compris, mais avec une seule détermination. Si cela pouvait être vrai, que le trafic soit un jour sanctionné, puni de la bonne manière, si cela pouvait vraiment se faire, nous croyons que nous aurons sauvé, comme l'avons dit, notre planète. Parce que le grand combat de ces changements climatiques, le grand combat de cette perte de la biodiversité, le grand combat de cette vitesse de la désertification a besoin des hommes et des femmes comme vous et nous, et tous ceux qui liront ces livres. Si cela n'est pas fait, nous aurons été aussi des acteurs passifs et nous n'aurons pas abouti à grand-chose. Mais nous bénissons Dieu, comme le professeur Nyabiongo l'a dit, que l'école pénale congolaise existe. Je crois que nous souhaitons autant à cette école et ses efforts, autant à même d'autres qui viennent d'autres écoles, tous d'y faire partie pour que demain, une législation, non seulement de répression, de sensibilisation, d'éducation, mais effectivement de vraies sanctions puissent aussi être installées dans le secteur de l'environnement. C'est en vertu de ces mots que nous voulons prendre, non pas comme d'habitude, un verre de champagne, un verre de vin, un verre de tout ce qu'on pouvait faire comme on l'a toujours fait. Nous avons voulu rester aussi naturels, comme nous venions de le dire. Nous parlons d'une justice, nous parlons de la nature. Nous voulons que ce verre d'eau, comme on le dit, l'eau qui est limpide, qui est incolore et qui est inodore, je crois qu'il garde toute sa nature, est intéressante pour pouvoir bénir ces livres pour tout son avenir et apporter davantage cet élan et cette volonté
de ceux qui vont pouvoir les lire. Il peut bien aussi, il peut bien toucher là. Nécessité de la spécialisation de la justice environnementale en République démocratique du Congo. Esquisse d'une politique criminelle pour arrêter l'hémorragie du trafic illicite des espèces de faune sauvage. C'est ce livre qui a été écrit par le professeur Augustin Ngumbi Amori, auquel nous voulons apporter cette ode de bénédiction afin de couronner au travers de toutes les lectures qui seront faites cette nécessité de pouvoir concrétiser et réaliser le vœu tel qu'exprimé dans le sujet de ces livres. Qu'il en soit ainsi pour tous les lecteurs et nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir encore très 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 fort, s'il vous plaît? Chers collègues et amis, à vos titres et qualités respectés, Monsieur le directeur général de l'ICCR, révérend pasteur, je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à mon invitation, en dépit de vos multiples occupations. J'ai profité du moment de confinement pour écrire cet ouvrage qui exprime ce que je ressens, ce qui me révolte, plusieurs injustices environnementales, voire un semblant de justice environnementale. Ce n'est qu'une aventure scientifique de réflexion qui devra se poursuivre, comme a conseillé les éminents professeurs et encadreurs ici présents. Les arbres et les animaux demandent justice, comme nous les humains. Les actes de braconnage et de commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages et leurs conséquences se multiplient, en même temps que l'impunité de leurs auteurs, co-auteurs, complices ne fait que s'accroître. Où est la justice? Où est la justice? Où est la justice? Mention particulière au pasteur Dr Cosma Wilungula Balongela, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui a mis à nous l'amour de la conservation de la nature et qui n'a cessé de nous apporter l'encadrement nécessaire pour mieux faire. Que tous les intervenants, les doyens de la faculté, le professeur Jean-Louis Essambo, le doyen honoraire Nyabirungu Mwenesonga, Nyaps, le professeur Emmanuel Janvier Luzolo Bambilesa, chef de département de droit pénal et criminologie, recteur Jean-Paul Seguiobe, professeur Baudouin Michel, trouve l'expression de ma profonde gratitude. Je remercie également particulièrement le doyen Bakandeja Wampungu, qui m'avait donné le goût de poursuivre avec le 3e cycle, alors qu'il était doyen de la faculté. Pendant qu'il y avait des tiraillements, d'organiser les enseignements des 3e cycle, il avait pris le courage de nous jeter dans l'eau, sans nous abandonner, en nous encadrant. Même lorsqu'il m'avait rencontré au couloir de l'Assemblée nationale, à l'époque, lorsqu'il était président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale et que j'étais conseiller à l'Assemblée nationale, il m'avait dit cette phrase: jeune homme, n'oublie pas tes ambitions. Je ne peux pas oublier ma chère épouse, qui est l'artisan de l'ombre
de tout. Tous les membres de la famille, mes collaborateurs scientifiques et tous les membres du comité d'organisation de cet événement. Je vous remercie. Après cette activité tant attendue par tout le monde, que retiennent les participants à cette grande cérémonie? Rien n'est jamais facile, mais l'idée est très bonne et il faut essayer parce que nous avons été suffisamment sensibilisés sur la gravité de la criminalité environnementale contre l'eau, contre l'air, contre l'atmosphère, contre les paysages, contre les êtres vivants. Le monde ne peut pas continuer comme ça et l'homme ne saurait survivre dans ces conditions. Donc notre intérêt, c'est de mettre fin à la criminalité environnementale. Mes impressions sont bonnes. Je suis ravi de joie. Moi, je suis financier, théologien, fiscaliste. Moi-même, je venais d'écrire sur la théologie écologique, notamment l'interaction entre l'arbre, l'homme et la terre. Ce livre, pour moi, me donne encore assez de matière, étant donné que la criminalité environnementale est sous-jacente au blanchiment des capitaux. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut partager avec le public son expérience, en mettant à notre disposition cet outil, ça me fait la joie. Un grand merci à vous tous qui avez accordé votre attention de suivre Grand Angle Environnemental qui s'est spécialisé aujourd'hui à la question liée à l'environnement, mais bien sûr autour d'une dose scientifique, d'une réflexion totalement scientifique qui était le vernissage de l'ouvrage du professeur Augustin Ngumbi Amouri du département de droit à l'université de Kinshasa qui était intitulé « La nécessité de la spécialisation de la justice environnementale en République démocratique du Congo, esquissée d'une politique criminelle pour arrêter l'hémorragie du trafic illicite des espèces de la faune sauvage ». Ouvrage qui a connu la participation de plusieurs personnes que vous avez découvert pendant votre émission Grand Angle Environnemental. Nous croyons que l'auteur de cet ouvrage a très bien fait de nous mettre déjà sur les marchés des livres un ouvrage si important dont nous vous avions présenté avec beaucoup de précisions, surtout beaucoup de témoignages venant des éminents professeurs qui n'ont pas eu la complaisance pour parler, mais qui ont parlé avec leur cœur et surtout qui ont parlé avec toute la dose scientifique. Je crois que bien cet ouvrage est déjà disponible partout dans les maisons d'édition. Si vous voulez en avoir, venez déjà vous procurer de cet ouvrage parce que vous savez, vous allez enrichir votre connaissance. Nous invitons toutes les personnes qui sont dans l'arsenal juridique de passer déjà dans les maisons d'édition pour chercher cet ouvrage, enrichir la connaissance afin que vous n'ayez plus la contradiction pendant qu'il y a le secteur de l'environnement évolue, les infractions viennent du jour au lendemain, mais vous ne vous avancez pas par rapport à votre connaissance environnementale, surtout contre les droits, connaissance sur les droits environnementaux. Donc, vous êtes déjà le bienvenu et les missions Grand Angle Environnemental vous remercie pour cette attention et surtout félicite le professeur Augustin Ngumbi qui a eu le temps de mettre sur le marché des livres cet ouvrage. Un grand merci à Joe Bassa qui était derrière la caméra, à Rodrigue Bonda qui vous a permis que nous ayons déjà l'image complète. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la RT Tropicana.